BX1+. Le face-à-face. Mais avant cela, donc, on va prendre la direction du Qatar et se poser la question de savoir si on doit participer à cette Coupe du Monde ou s'il faut prendre ses distances au nom de principes moraux ou éthiques. On va discuter de ça avec Philippe Hensman, qui est le directeur d'Amnesty International, Jean-Michel De Waal, qui est professeur en sciences politiques à l'ULB et grand passionné de sport et de football en particulier, et Jonathan Lange, qui est rédacteur en chef des sports au journal La Dernière Heure, Les Sports. On dit l'ADH maintenant, je pense, Jonathan Lange, pour que ça aille plus vite. Avant tout ça, avant de vous donner la parole, on va quand même faire un petit peu le point avec vous, Arnaud Bruckner, sur ce que les organisations non gouvernementales reprochent au Qatar. Oui, pas mal de reproches s'accumulent autour de cette Coupe du Monde au Qatar, avec de nombreuses prises de position. La dernière en date, c'est celle de footballeurs néerlandais, allemands ou encore danois qui ont porté des maillots avec un message dénonçant le non-respect des droits humains au Qatar. On pointe aussi du doigt le nombre de morts importants sur les chantiers liés à la Coupe du Monde, estimé en 2013 à près d'1 mort par jour. Le Guardian estime même à 6500 ouvriers morts dans les préparatifs du mondial. Et il faut savoir que beaucoup de ces ouvriers sont des travailleurs migrants. Alors d'autres controverses entourent aussi le choix du Qatar pour y jouer la Coupe du Monde 2022. Peu de temps après l'attribution, des soupçons de corruption ont circulé, mais non, notamment la Russie. La date de tenue de la Coupe du Monde a aussi été au cœur d'un scandale, puisque le choix de la tenir en hiver pour ne pas devoir climatiser les stades, puisqu'on sait qu'il fait 50 degrés au Qatar en été. Et ici, ce ne sont que quelques-unes des controverses qui entourent ce mondial. Alors, on va donner tout de suite la parole à Philippe Hensman, directeur d'Amnesty International. Vous aimez le football, d'abord, Philippe Hensman, première question. Oui, je suis un vieux supporter du RWDM. Alors, est-ce qu'il faut aller ou pas au Qatar ? Alors, la question, c'est surtout quelle pression est-ce qu'on peut exercer, est-ce qu'on aurait pu exercer déjà depuis longtemps sur les autorités qataries pour essayer de faire changer les choses. Si 95% des travailleurs sont des travailleurs migrants qui viennent du Népal, d'Inde, de Philippines et d'ailleurs, eh bien, et qui ont souffert à ce point-là, comme le Guardian le disait, 6500 morts et il y avait moyen de changer les choses. Et d'ailleurs, il y a des choses qui ont changé. La kafala a été quand même modifiée. Donc, ce système de tutorat, de propriété, en fait, du travailleur qui est aux mains de son employeur, ça a quand même changé. Mais il va encore y avoir du boulot. Et lorsqu'on sera là-bas durant la Coupe du Monde, il faut savoir que toutes les personnes qui vont servir les joueurs, les fans, les équipes qui entourent les équipes de foot, ce sont des travailleurs migrants qui n'ont quasiment aucun droit. Ou en tout cas, il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer leur situation. Ouais. C'est quoi qui vous choque le plus ? C'est le sort de ces travailleurs migrants ? C'est le fait qu'il y ait eu beaucoup de morts sur les chantiers ? C'est le fait que la place de la femme ne soit vraiment pas la même que chez nous en Occident ? Si vous deviez faire un top 3 de ce qui vous choque le plus ? C'est vraiment tout, parce que la question du fait qu'on tue des gens parce qu'il faut construire des stades, des routes, des hôtels, etc. pour être prêt pour la Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose d'inacceptable, bien entendu. La situation, il y a des gens qui sont morts dans des chambres pourries dans lesquelles ils devaient dormir, ils étaient confinés pour le soir, lorsqu'ils avaient terminé de travailler, parfois après des heures interminables dans une chaleur terrible. Et puis, il y a ce qui va nous attendre maintenant. Encore une fois, si les choses se sont améliorées au niveau de la situation des travailleurs, ce n'est pas terminé pour autant. Et il se pourrait qu'on revienne en arrière. D'ailleurs, le Conseil consultatif, c'est une instance qui a donné un avis récemment au Qatar, a proposé de revenir en arrière sur beaucoup des petites avancées qui avaient été faites. Oui. Jonathan Lange, est-ce que ça vous concerne, ça vous parle et ça parle aux supporters de foot d'une manière générale, cette situation des droits de l'homme, ou quand on est un passionné de sport, on fait abstraction et peu importe ? Non, on ne fait pas abstraction. Le sport est un élément de la société qui est très important. C'est peut-être la seule discipline qui est capable de fédérer autant les gens. On l'a vu lors du retour des Diables Rouges lors de la Coupe du Monde. Trouvez-moi un autre pan de la société où on voit les Belges, que ce soit flamands ou wallons, de toutes origines, se fédérer comme ça. Personnellement, j'en vois pas. Après, je pense qu'il y a une vraie question de temporalité qui est double. C'est vrai qu'on a l'impression que le monde ouvre un petit peu les yeux sur ce qui se passe actuellement avec l'enquête du Guardian. Après, il ne faut pas être naïf, ça fait quand même un moment qu'on sait qu'il y a la Coupe du Monde au Qatar, et d'où cette temporalité double. Il ne faut pas oublier que la Coupe du Monde au Qatar, elle a été attribuée en 2010.
Généralement, une Coupe du Monde, elle a attribué 7 à 8 ans. À l'époque, le Qatar a été désigné organisateur en même temps que la Russie, pour un petit peu aussi faire passer la pilule de manière un peu plus facile, on va dire. Donc voilà, la Coupe du Monde au Qatar, elle aura lieu. En tant que passionné de sport, forcément, on est impliqué. Et je trouve ça bien qu'il y ait une volonté aussi des sportifs de s'impliquer là-dedans, dans ce combat-là. Très clairement, elle aura lieu. Ça, voilà, la machine est lancée. On ne va pas s'arrêter comme ça maintenant à 18 mois du coup d'envoi de l'épreuve, non. Mais c'est le joueur allemand Joshua Kimmich qui le disait très bien. Il fallait se poser la question avant. Maintenant, c'est un peu tard pour remettre en cause l'organisation, mais justement pas pour agir et pour ouvrir les yeux des gens. Oui, alors, juste petite précision, coupez bien tous votre micro quand vous n'êtes pas à l'antenne, ça évite de perturber les propos des autres et ce sera plus facile pour tout le monde. Jean-Michel Dewa, ce que vient de dire Jonathan Lange, c'est quand même, il y a 2-3 éléments importants là-dedans. Ça fait 12 ans qu'on sait que le Qatar va recevoir la Coupe du Monde et se réveiller maintenant, c'est un petit peu tard. Est-ce que ça a de l'effet quand on a des pressions de l'opinion publique à quelques mois, enfin à 1 an et demi maintenant, d'une grande compétition sportive internationale? Et vous qui êtes un spécialiste de ces questions-là, est-ce qu'il y a déjà eu des précédents pour la Coupe du Monde? Alors, c'est que pour les Jeux Olympiques, ça revient souvent, mais pour la Coupe du Monde de football, on a l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez neuf. Et il y avait déjà eu la Coupe du Monde en Argentine en 1978, où il y avait eu une grande campagne de mobilisation. Et ce qui est triste, c'est qu'il n'y ait pas cette fois-ci cette grande campagne de mobilisation. Alors moi, je me réjouis de 2 choses. D'abord, c'est que on va enfin plus parler du Qatar, parce que je suis quelqu'un qui, dès le départ et dès l'attribution de cette Coupe du Monde en Russie et au Qatar, a dit que c'était absolument inacceptable et qu'il fallait de suite se mobiliser. Deuxièmement, on va donc pouvoir en parler. Je me réjouis que le monde sportif et qu'un certain nombre de joueurs ou de fédérations prennent position. Donc ça, c'est quelque chose de neuf. Mais je dois dire qu'en regardant l'histoire de ces grandes compétitions internationales, je suis très sceptique quant au fait que nous obtenions grand-chose. C'est un peu toujours le même argument qui nous est donné. Il faut y aller pour améliorer. Mais peut-on me donner des exemples où nous ayons réellement réussi à obtenir quelque chose de pérenne? Certes, on repeint un peu les droits humains pour l'arrivée de la presse. Certes, on essaye de cacher les pauvres dans un certain nombre de pays où on libère quelques personnes, tant mieux pour elles d'ailleurs, pour faire bonne mesure. Mais est-ce que la Chine s'est ouverte après les Jeux Olympiques? Est-ce que M. Poutine a changé quelque chose à son régime? Non. Et donc, l'argument de l'Union belge ou l'argument de ceux qui disent il faut y aller et demander des choses, et nous y allons pour demander des choses, je pense que c'est d'une grande naïveté. Oui, Jean-Michel, voilà, ça veut dire que vous seriez partisan d'un boycott, même si les Diables Rouges ont une carte à jouer? Moi, je suis un partisan du boycott, oui. Je pense que les Diables Rouges peuvent aller gagner la Coupe du Monde ailleurs qu'au Qatar. À ce que je sache, ce n'est pas notre future victoire n'est pas liée au fait qu'elle se déroule au Qatar. Donc, c'est pas ça, c'est pas très exactement cela la question. Mais je pense que le monde du sport doit se rendre compte qu'il vit dans une autre époque. Et toutes les manifestations qui se déroulent dans le monde à l'heure actuelle, après George Floyd et tous les mouvements qu'il y a eu aux États-Unis, montrent bien que petit à petit, ce monde du sport est en train de se moderniser et d'arriver sur toute une série de questions. La question des LGBT aussi, enfin, il y a toute une série de questions, les harcèlements sexuels. Voilà, le monde du sport est en train de petit à petit de se remettre en cause. Et je pense qu'il doit aussi donc se remettre en cause sur les lieux dans lesquels a lieu cette compétition. Ouais. Jonathan Lange, ce serait possible À mon avis, ce genre de combat, c'est jamais trop tard. Les combats perdus sont les combats qui n'ont pas été menés. Ouais. Jonathan Lange, ce serait encore possible de changer de lieu pour la Coupe du Monde ou vraiment on est trop tard là? Non, je pense qu'on est trop tard. Il y a eu des volontés aussi de par le rival régional du Qatar qu'est l'Arabie Saoudite. On sait qu'il y a un vrai combat de soft power entre ces deux puissances-là qui est engagé notamment dans le sport, où l'Arabie Saoudite a tenté de faire pression et d'activer certains leviers. Mais là, très honnêtement, trouver un autre endroit, vu le contexte, à 18 mois du coup d'envoi, ça me paraît très très compliqué. On le voit déjà par rapport à l'organisation d'un Euro à 24 équipes, c'est compliqué. Là, on a 8 nations de plus. Donc voilà, la Coupe du Monde, elle aura lieu au Qatar, ça, qu'on veuille ou non. Et je reviens sur le point de départ. C'est pas maintenant, le 30 mars 2021, qu'il faut tout remettre en question. Il fallait le faire bien en amont. Et effectivement, je rejoins M. De Waal sur la prise de position politique de nos sportifs.
C'est toujours le même débat. Quelle voie leur donner? Parce que les politiques sont bien placés aussi des fois pour les ramener à leurs conditions sportives. Sauf que finalement, il y a une vraie conscience aussi. Et ça, c'est justement un poids qui est important. Il faut pas le banaliser. Il y a de plus en plus de joueurs comme Antoine Griezmann, par exemple, en France, qui a dénoncé son contrat de sponsoring avec Huawei par rapport à la minorité des Ouïghours. Lui et Mbappé avaient aussi pris position après le passage à tabac de Michel Zecler. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et si ça doit au moins servir à une chose, c'est de faire aussi entendre la voix des sportifs dans ce débat politique-là, parce qu'ils ne seront pas que bons à courir ou à taper après un ballon, ils ont aussi des choses à dire. Alors, on va quand même aborder un autre aspect de la question, ce sont les enjeux financiers qu'il y a derrière une Coupe du Monde, parce qu'ils ne sont pas minces, Bruckner. Oui, parlons de gros sous, même de très gros sous. En 2017, le Qatar avait indiqué dépenser 500 millions de dollars par semaine pour construire ses infrastructures, soit un total au final de 200 milliards de dollars pour construire les stades, évidemment, mais aussi des autoroutes, des ports, des voies ferrées, des aéroports, des hôpitaux, etc. À titre de comparaison, le mondial en Russie en 2018 avait coûté 31 millions, quasiment 4 fois moins. Mais il faut savoir qu'évidemment, si un pays débourse des sommes colossales pour accueillir le mondial, cela lui en rapporte aussi beaucoup. Pour la Russie, en 2018, on estimait ses retombées à 12,5 milliards d'euros, de quoi rembourser presque la moitié des dépenses donc. Et dernier chiffre, lui aussi très impressionnant, c'est celui des droits télévisés ou plutôt des recettes publicitaires. Si les chaînes déboursent des millions pour diffuser les matchs, là encore, cela leur rapporte. En 2018, on estimait que TF1, donc le groupe privé français, avait fait un chiffre d'affaires de 123 millions d'euros avec la diffusion des matchs en Russie. Alors, Philippe Hensman, je retourne chez vous. On vient de parler de sommes qui sont colossales, mais on a aussi entendu Jonathan Lange nous dire 2 fois, c'est trop tard. Est-ce que les ONG ne s'y prennent pas trop Est-ce que les ONG ne s'y prennent pas trop tard? Première question. Et deuxième question, comment se fait-il que la FIFA, la Fédération internationale des fédérations de football, soit sourde à cet argument des droits de l'homme? Alors, c'est pas vrai parce que nous avons produit le premier rapport en 2013 et à peu près tout de suite, nous avons été voir le président de la Ligue belge de foot. On est intervenu, on a eu des retombées dans les médias, etc. Et d'ailleurs, je peux vous dire que j'ai eu des rencontres avec la firme B6, donc la firme de construction B6, qui a construit un des plus grands stades là-bas au Qatar, qui a pris les mesures qui s'imposaient, qui a obligé ses sous-traitants à prendre de nouvelles mesures. Donc, on a obtenu des résultats grâce à une pression très très tôt. On n'a pas attendu la dernière minute. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la FIFA, il a fallu vraiment la pousser, et la pousser très très fort pour qu'elle bouge enfin. Et ça, c'est suite à la pression des organisations des ONG, c'est suite à la pression des organisations syndicales internationales et aux retombées finalement qu'il y a pu avoir dans certains médias, en tout cas, de la pression qu'on voulait exercer. Et donc, ça, je pense que c'est important. Maintenant, je crois que de façon plus globale, il faut bien comprendre que l'objectif du Qatar, c'est probablement plus l'image de marque que réellement les retombées financières. Et c'est des trucs qui ne sont pas nouveaux. On le voit avec les équipes cyclistes Bahreïn, Emirates et des trucs dans ce goût-là. Le Qatar a renouvelé son économie, est moins dépendant du gaz et du pétrole, du gaz, surtout je crois au Qatar, que l'Arabie Saoudite par exemple. Elle essaie de donner l'exemple. Mais c'est sûrement une question avant tout d'image de marque avant que d'être une question de retour financier. Mais c'est vrai, il y a moyen de changer les choses et j'espère que la Fédération belge va continuer à faire ce qu'elle avait fait, comme elle fait d'ailleurs sur le racisme par exemple, très très bien. Elle fait des choses remarquables de ce côté-là. Donc il y a une mobilisation qui est possible du côté de l'Union belge et du côté des sportifs. Jean-Michel de Waal, j'aimerais vous entendre sur un point. Comment se fait-il que la FIFA prenne ce genre de décision? On sait que c'est un organisme qui fait de la politique, la FIFA. Ça veut dire qu'elle fait primer l'économie sur le reste de la politique? Mais ses propres intérêts financiers et ce qui rapporte le plus au développement du football au niveau mondial, oui, certainement. Et la FIFA est composée de toute une série de représentants qui sont proches de régimes qui sont très peu recommandables par ailleurs. Donc, on sait bien que toute une série de fédérations sportives dépendent de la FIFA pour vivre, les plus petites fédérations. Et donc, il y a là une majorité qui s'est créée pour essayer d'obtenir le plus d'argent à n'importe quel prix.
Ouais. Quand Jonathan Lange dit attention, il y a quand même maintenant quelque chose de neuf qui se passe du côté des sportifs et il y a une mobilisation, vous pensez que c'est quelque chose qu'on va voir en Belgique et vous pensez que ça peut avoir un impact parce qu'il y a un coup de billard à 3 bandes à jouer. Là, on parle du Qatar, mais on parle aussi de l'image que ça peut créer, et de l'engouement et des débats que ça peut créer ici chez nous en Belgique et notamment de l'image que les footballeurs peuvent avoir auprès des jeunes en popularisant un certain nombre de thèmes. Moi, je pense que c'est tout à fait central. Je suis quelqu'un qui, depuis des années, dit que le changement dans le sport est aux mains des sportifs. Et on l'a bien vu dans ce fameux match de football entre une équipe turque et une équipe française, où les joueurs ont refusé de continuer à jouer pour cause de racisme d'un des arbitres. Évidemment, ce sont des changements absolument fondamentaux. Et donc, si quelques joueurs de par le monde prennent position, comme d'ailleurs des joueurs hollandais l'avaient fait en 1978 lors de la Coupe du Monde en Argentine, cela a un impact évidemment considérable. Alors, en Belgique, on est terriblement frileux de façon générale. Je n'ai pas beaucoup d'espoir, malheureusement, que beaucoup de nos diables rouges ne s'impliquent réellement. Et je pense que c'est ça l'essentiel, évidemment, c'est que les sportifs prennent position, parce qu'à partir du moment où les sportifs disent « nous ne voulons plus de ceci, nous ne voulons plus de cela », ceci est inacceptable, ça va faire beaucoup plus bouger les choses que toutes les campagnes de communication, aussi louables soient-elles. Alors, Philippe Hensman, Jonathan Lange, sur cette question-là, est-ce qu'il y a des diables rouges qui vont se lever et dire pas avec moi cette Coupe du Monde-là? Est-ce que vous y croyez? Et puisque vous avez fait le malin, Philippe Hensman, quels sont les noms que vous pouvez nous citer? Non, je ne peux pas vous donner de nom et je suis persuadé, parce qu'on a eu des discussions avec la Ligue de foot, etc. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger. Je ne peux pas vous le garantir à 100%, bien entendu. Il faudra voir ça en réalité sur les terrains. Mais je pense qu'il y aura des choses qui vont bouger et j'ai confiance. Comme je l'ai dit avant, la Ligue a investi solidement, notamment dans la lutte contre le racisme, et je pense qu'elle va continuer à le faire sur des questions comme celle-là. Ouais, Jonathan Lange, on va voir aussi les Diables Rouges ou des joueurs belges porter des t-shirts qui font allusion à la situation au Qatar? Alors sur les t-shirts, j'ai peut-être une position qui va vous choquer, mais ça rejoint un peu le combat contre le racisme. Personnellement, les t-shirts ou les lacets, je trouve pas que ça serve à grand-chose. C'est plus du gadget et j'ai l'impression que c'est plus pour se donner bonne conscience aussi. C'est bien de le dire, c'est un premier pas. Mais pour avoir discuté longuement avec des joueurs qui sont confrontés au racisme, il y a un vrai travail d'éducation à faire. Faris Haroun avec son papa mène ça notamment au travers de leur fédération. Concernant la Coupe du Monde au Qatar, il y a aussi une dimension sportive pour eux. C'est sans doute la dernière Coupe du Monde pour cette génération dorée-là. Alors peut-être qu'ils vont se positionner, et j'espère par exemple que quelqu'un comme Romelu Lukaku pourrait en faire entendre sa voix, parce qu'il a toute la légitimité pour aussi, de par son parcours, pour justement se battre là-dedans. Après, est-ce que certains en ont envie? Je suis plus réservé. Mais voilà, c'est effectivement ce que disait M. De Waal, c'est à eux aussi de s'emparer de ce débat-là, c'est à eux de se positionner pour pouvoir faire avancer les choses. Ouais. S'ils le font, c'est une question, ou s'ils ne le font pas, c'est quoi? C'est une question de gros sous, une question de valeur. Quand on prend position de cette manière-là, a priori, ça peut aussi faire plaisir à certains sponsors, non? Oui et non, dans le sens où je vois pas ça va juste améliorer leur image finalement. Voilà, il y a aussi une dimension de communication qui est importante. Michel De Waal fait oui de la tête. Hein. Michel De Waal, vous entendez? Moi, je pense que Griezmann a une image. Je pense qu'il peut signer des contrats nettement plus rentables depuis qu'il a rompu son contrat avec YY. Et je ne dis pas du tout que c'est pour ça qu'il l'a fait, mais je pense que des joueurs qui s'impliquent dans la société ont une meilleure image et donc même en termes de négociation de contrat. Alors, une dernière question, parce que c'est la fin de ce débat, il est déjà 13h. Je vous demande de répondre de manière succincte et courte. Est-ce qu'on boycotte le Qatar? Est-ce qu'on ne boycotte pas le Qatar? Ou est-ce qu'on met une condition pour aller au Qatar? Réponse courte de tous les trois. Allez, on commence par vous, Philippe Hensman, Amnesty International. On met une condition, en tout cas, c'est celle de faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs qui sont là sur place. Et si on constate que ce n'est pas le cas, on n'y va pas? En tout cas, on fait du ramdam autour de ça, sûrement. Ouais. Parce que le contrat ne sera pas respecté. Ouais. Jonathan Lange, rédacteur en chef des sports à la DH.
On fait du bruit, on continue à en parler pour qu'il y ait une vraie démarche éducative qui se fasse là-dessus et pour aussi faire un petit peu bouger les lignes au niveau de la FIFA et pour surtout que ça ne se reproduise plus, que les prochaines désignations se fassent dans un cadre nettement plus clair et qu'on mette aussi un point sur les droits de l'homme et sur le respect des droits de l'homme de manière générale dans le processus d'attribution des grandes compétitions. Ouais, on fait du bruit, ça veut dire qu'on menace de boycotter? Ça servira à rien, ça aura quand même lieu. Donc on fait du bruit, mais on ne menace pas de ne pas y aller. Jean-Michel De Waal, professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Et les mêmes objectifs que Philippe Heismans, mais moi je pense qu'il faut lancer une campagne de boycott d'abord, voir ce que l'on obtient comme cela, et si on a obtenu suffisamment, on peut revenir sur notre décision, mais partir du fait qu'on va y aller me semble être une mauvaise stratégie politique. Donc moi je suis pour le boycott. Voilà, donc une mauvaise position de début de négociation, si je vous traduis bien.